Madame, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Télé Plus, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Autour du Plan. Autour du Plan, une émission sociopolitique qui vous apporte des analyses sur les questions d'actualité. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la loi Noël Tchani, la loi sur la nationalité congolaise, si on peut dire ainsi. Il y a également tant d'autres sujets d'actualité que nous allons aborder au cours de cette émission, entre autres l'interpellation d'Augustin Matata Ponyo par le procureur général près la Cour constitutionnelle, mais également il y a une proposition de loi que nous allons aborder ici sur ce plateau. Il s'agit bien de la loi sur le cursus universitaire des présidentiable en République démocratique du Congo. Et pour en parler ce soir, nous recevons quelqu'un qui est habitué des caméras, quelqu'un qui est habitué des micros. Il s'agit bien de India Omari, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes membre de la direction politique du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes également communicateur du FCC. Vous avez été plusieurs fois directeur général des entreprises publiques. Bienvenue. Merci. Sans plus tarder, India Omari, avant de commencer toute chose, vous savez qu'aujourd'hui, la RDC est en train de pleurer l'un de ses dignes fils, quelqu'un présenté comme l'un des pères de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce prélat catholique ? Oh, je garde beaucoup de souvenirs de ce grand homme, un grand esprit qui a atteint l'esprit supérieur. Vous savez, en philosophie, l'esprit supérieur, quand un homme atteint un esprit supérieur, ce n'est pas n'importe qui. Mosengo, cardinal, archevêque de Kisangani, cardinal de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, a atteint pratiquement au fait une dimension qui était une dimension internationale. Donc, moi j'ai connu Monseigneur Mosengo Kisangani. Je l'ai encore connu à la conférence nationale souveraine, parce qu'il était d'ailleurs président. Président pratiquement de ces consortiums qui nous a rapidement amené au vote du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et quelques temps après, avec ce qui s'est passé, vous savez, Nguza Kaliband avait suspendu, donc arrêté pratiquement la bonne marche de la CNS. Nous sommes allés pratiquement à la troisième voie qui a amené les pays pratiquement au désordre. Et écoutez, Mosengo a été pratiquement un prélat qui faisait un débat pour nous catholiques d'abord. Vous voyez, avec chaque fois il y avait des rassemblements de jeunes, donc il avait aussi un souci d'encadrement de jeunes. On faisait de temps en temps nos renseignements chaque année à côté du stade, de tous les jeunes catholiques à côté du stade. Donc il avait les soucis. C'est lui-même pratiquement qui mettait la main dans sa poche pour mettre un peu d'argent afin de pouvoir organiser pratiquement ces manifestations dans presque toutes les années. Ce genre de manifestations n'existaient pas à l'Église catholique. Mais il a été aussi peint en quelque sorte comme l'opposant farouche du régime de Joseph Kabila. Non, vous l'avez mal compris, il n'a pas été opposant. Mais il n'a pas été tendre envers votre régime. C'est ça la politique. La politologie,
en fait, Philippe Broad appelle un champ social, un espace social de contradictions et de divergences. Il parle des espaces de contradictions. Donc, une opinion peut être émise différemment. Donc, il avait de temps en temps tendance à émettre ses opinions. Et il était libre de le faire. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre est le contraire de ce qu'on vivait par le passé au régime du président Kabila. Aujourd'hui, on restreint pratiquement la liberté d'opinion, on restreint la liberté d'expression. On tend vers les dérives. Or, à l'époque, on pourrait permettre Mosengo à faire des contradictions. Et c'est ce qui est souhaité dans une démarche démocratique. Voilà, nous allons revenir sur ça. Nous prenons notre premier sujet. Il s'agit bien de la loi Noël Tchani. Bon, les autres l'appellent abusivement la loi sur la nationalité congolaise, mais c'est une proposition de loi qui vient modifier certaines dispositions de la loi sur la nationalité congolaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est le fondement de cette proposition de loi en quelque sorte? Quelle est son opportunité au jour d'aujourd'hui? Bon, d'abord, vous appelez une loi telle. Bon, la loi, toutes les lois qui sont élaborées ou des projets de loi sont pratiquement impersonnels. Devaient être impersonnels. Même cette loi-là, si elle existe... Ça deviendrait impersonnel au moment où elle sera votée à l'Assemblée nationale. Non, mais je suis d'abord la personne qui initie la loi, doit la mettre, au fait, doit aller avec des considérations générales. Oui. Ah, il faut aller. Moi, je suis analyste. Et quand on m'a formé dans un système qu'on appelle Best Maps, comme analyse stratégique. On me dit toujours d'aller vers la personne. C'est la première des choses. Les gens peuvent croire les attaques personnelles ou individuelles. Non. Ça s'appelle la biographie, qui est plus important. C'est vraiment un domaine le plus important si vous commencez à prendre les cours des analyses stratégiques. Oui. Il faut connaître la personne. Mais la personne là, elle est qui? Elle est de quelle nationalité? Elle est congolaise, la personne. Non. Mais Noël Tchani, c'est un Congolais. Mais on nous apprend que dans ces mouvements migratoires, dans ces documents migratoires, il n'est pas de notre nationalité. Mais sinon, il ne serait pas candidat président de la République. Non. Il y a, au fait, nous avons laissé un certain nombre de choses que nous sommes en train... Voilà pourquoi je viens de proposer une loi. Nous allons arriver. Je voulais seulement introduire en prélude. C'est la raison pour laquelle nous venons introduire la loi sur les cursus académiques des présidentiables, qui doit corriger un certain nombre de choses. Cette loi va permettre à valoriser les études et à connaître de profondeur la personne, parce que nous allons aller jusqu'à enquêter sur sa personne. Il a fait quoi? Et comme aujourd'hui, la RDC est en perte de vitesse sur le plan des élites, sur le plan des modèles, il faut essayer dans le cadre d'amélioration de la vie publique. Il faut voir dans la mesure du possible comment on peut arriver à connaître les hommes. Quelle est l'opportunité de cette proposition? D'abord, la personne qui a pris une initiative n'est pas congolais. Cette personne-là n'est pas congolaise. Elle prend une initiative. Que dit l'article 10 de la Constitution? L'article 10 dit que la nationalité congolaise est exclusive. Oui. Je ne vais pas, là je m'arrête à l'alinéa 1. Et une est exclusive. Et l'article 11 parle que la nationalité, celui qui doit avoir les droits politiques. Et c'est celui qui a la nationalité congolaise.
Tu peux être né congolais. Dès que tu perds la nationalité congolaise, tu n'es plus congolais. Tu ne peux plus appeler congolais. Et tu n'as plus, tu n'as plus droit au chapitre en termes de débat politique. Donc Noël tu ne peux plus. N'a plus droit au chapitre. Si nous allons nous conformer à la Constitution, quand vous êtes américain, vous êtes français, même si vous êtes d'origine congolaise, parce que cette nationalité est une et exclusive, comme vous avez déjà acquis une autre nationalité, vous ne pouvez plus jouir de votre droit politique. C'est ce que la Constitution dit. Donc déjà, il y a un mauvais départ. Parce que si nous voulons aller en profondeur, ce n'est pas nous. Nous avons appris par les voies des ondes qu'une femme, une concubine ou une femme de ces messieurs avait déclaré tout haut. Là, vous faites allusion à Noël Tchani. J'ai dit ceci. Oui, je suis en train de dire des choses que tous nous avons suivies. Une femme qui a dit que mon mari n'est pas congolais, il est américain avec des documents migratoires. Est-ce que cette femme-là n'a pas été instrumentalisée quelque part pour nuire? Instrumentalisée ou pas, Noël Tchani, c'est ce qu'on appelle une citation. Parce qu'en politique, tous les coups sont permis. Hein? Non, je dis ceci. Non, mais ça, c'est votre principe qui ne cadre pas avec la science, avec la politologie. Nulle part, il n'y a aucun ouvrage où on dit que tous les coups sont permis. Aucun ouvrage qui parle de ça. Nous avons des principes, nous avons... c'est ce que je vous dis. La politologie, c'est la seule science au monde qui a les masculins et les féminins. La seule science. Cette femme-là n'a pas été utilisée une discipline qui se veut une science doit avoir un objet d'étude, doit avoir des méthodes et des principes qui sont clairement définis. Les techniques, je dis, les techniques et les méthodes qui sont clairement définies. L'objet d'étude, les techniques et les méthodes clairement définies. Revenons sur la loi. La loi, on parle de la loi. Moi, je vois qu'il ne faut pas... La proposition de loi. J'ai dit ceci, oui. Écoutez, il faut dire la vérité. C'est la loi IDPS et Union Sacrée. Comment ça? Quand nous avons dit à l'autre, par le passé, nous avons vu ces messieurs-là aller être reçus en pompe chez le président de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà trouvé un indicateur qui nous a rassuré que la loi Noël Tchani venait d'un laboratoire. Il est ni de l'UDPS, ni de l'Union Sacrée. Est-ce que tu as dit... Comment est-ce que vous pouvez dire que cette loi est une loi UDPS ou Union Sacrée? Messieurs, vous savez, l'histoire, c'est une science têtue. Moi, je ne savais pas un jour que le président de l'Assemblée nationale pourrait recevoir, il a le droit de recevoir tout le monde en pompe. Même les Américains, même les Américains. Comme vous également, vous pouvez j'ai dit, même les Américains qui viennent lancer un débat, ils peuvent recevoir. Nous avons vu plusieurs fois l'ambassadeur américain. Il n'y a qu'ici au Congo où on peut, l'ambassadeur américain, former les militaires et parler avec, se retrouver en tenue, en train de danser avec un policier. Tous, nous avons, il n'y a qu'ici au Congo que ce genre de choses se passent. En contrario avec en fait, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Donc, parfois, nous nous posons la question. Il a été reçu. J'ai vu même à un certain moment, les journalistes, après ce débat-là, après le lancement de cette initiative, les journalistes sont montés au créneau pour dire pourquoi il doit être reçu en pompe. Et on a, au fur et à mesure, nous étions en train de comprendre l'événement. D'autres journalistes nous avaient même appris que non, mais écoutez, cette loi venait d'un laboratoire. Donc, mais pas forcément attendez, chers frères.
Parce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les analyses stratégiques, la biographie est importante. Ce domaine est très important. Mais la personne qui endosse la responsabilité aujourd'hui, est dans la ceinture du président de l'Assemblée nationale. Et vite, tous les députés, on l'identifie. Oui, oui. Vite, il a été déniché. Donc, le meneur de jeu est connu. Ce n'est même pas l'autre à jouer. Mais quand vous dites que... Votre histoire que vous dites, non mais écoutez, pourquoi il est tel... Non, la sous-traitance existe en politique. Quand vous dites... Attendez, la sous-traitance existe en politique. Elle n'existe pas. Un jeu peut être... C'est comme... Vous savez, la politique, nous, politologues, nous avons toujours comparé la politique à des sports comme le football, les jeux d'échecs et la boxe. Moi, je prends ici, dans le cas du football, quand un joueur est fatigué, l'autre peut le remplacer pour continuer l'affaire. Mais quand vous dites que... Et s'il y a un coach qui peut jouer son rôle, le coach n'est pas sur terrain. Mais il est dehors en train d'entraîner, de regarder le match avec beaucoup d'importance. Et c'est lui qui joue le rôle. C'est le cas aujourd'hui. India Omari, quand vous dites aujourd'hui que c'est l'UDPS, c'est l'Union Sacrée qui est derrière cette histoire, en quoi est-ce que l'UDPS pourrait être derrière pour gagner quoi? Écoutez, je ne sais pas. Singi Pouloulou est où? Il est de quel il n'est pas de l'Union Sacrée. Oui. Mais étant donné que Noël Tchani n'est pas un député, vous pouvez chercher un député. Le président de l'Assemblée nationale, il est de... Il est de l'Union Sacrée. Bon, j'ai dit ceci. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir, nous on observe, nous ne sommes pas... on observe. Mais c'est quoi l'objectif de l'UDPS ou de l'UDPS d'impulser une telle loi? Nous sommes en train de voir. La loi a été vite récupérée par l'UDPS. Mais pourquoi? Pour être restituée. Aujourd'hui, c'est l'UDPS. Pourquoi l'UDPS? Mais ce sont les acteurs. Les indicateurs politiques nous démontrent au travers les acteurs que ce sont ces acteurs-là qui ont pris à bras le corps cette initiative. Et qui les défendent, qui vont pour défendre l'initiative. Et quand un jour, et d'ailleurs, cela vient de se démontrer au travers quelques communiqués des cadres de l'IDPS, comme mon ami de tous les jours, au fait... Augustin Kabouya? Non, mais Peter Kazadi, oui. Il n'est pas de moindre dans cette organisation. À un certain moment, il avait dit que non, c'est un débat qui ne concernait pas. Mais aujourd'hui, les gens, le monde a compris que non, il souffrait le chaud et le froid. Au même moment, nous voyons, quand il y a un acharnement pour défendre cette loi, on sent qui défend sur le terrain cette loi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qui accompagne l'objectif de l'UDPS ou de l'Union Sacrée serait quoi en soutenant une telle loi? Mais nous sommes dans une phase d'élimination des candidats. Ils veulent éliminer certains candidats? Nous sommes dans une phase où nos amis sont en train de penser que non, c'est en éliminant les candidats qu'ils vont trouver un salut. Il faut éliminer tout ce qui bouge, il faut taper. Parce que nous sommes dans un régime qui crée les conflits. Et je crois que non, ils auront du mal à gérer les conflits qu'ils sont en train de créer aujourd'hui. Parce que, écoutez, un dirigeant n'est pas là pour créer des conflits. Un dirigeant est là, c'est pour trouver des solutions par rapport aux conflits. Il y a beaucoup de politologues, beaucoup d'auteurs en politologie, ils trouvent un terrain conflictuel. Donc, ils doivent faire un effort de ramener les uns les autres pour faire marcher. Vous partagez le point de vue des membres de l'ensemble qui disent que cette loi vise à éliminer Moïse Katumbi de la course à la présidentielle. Non, mais je ne suis pas au fait en train de partager cette idée, mais voilà ma façon de voir les choses comme analyste. Cette loi-là viole d'abord la personne qui détient la loi,
ne peut pas exercer un débat politique dans notre pays. Parce que c'est Il faut, j'ai dit, non, il faut. L'État congolais doit examiner effectivement l'effectivité de sa nationalité. On devait commencer par là. Il a provoqué un débat qui peut entamer des conflits, même latents, en RDC. Et celui-là a porté ça. L'État congolais devait déjà commencer par entamer des recherches sur son existence, sur cette... Parce que l'existence d'un homme, d'un Congolais, c'est à travers sa nationalité. Mais il peut être... Je peux être aujourd'hui Congolais et demain je perds ma nationalité. Parce que j'ai adopté ou j'ai acquis une autre nationalité. Or, la loi, la Constitution est claire que la nationalité congolaise est une et exclusive. Je ne vais pas aller d'abord dans les fonds. C'est-à-dire, déjà dans la procédure, la personne qui est venue lancer un débat n'avait pas qualité. Parce qu'il n'est pas congolais. Allons-y. Les documents, nous allons aller jusqu'à contrôler ces documents migratoires et vérifier et aller vers l'effectivité de savoir s'il est congolais. S'il n'est pas congolais, si on déniche qu'il n'est pas congolais, nous pensons que cette fois-là, c'est l'IGF, bon, les fameuses IGF, bon, je ne sais pas où c'est la justice, quelle justice, qui doit nous aider à nous conformer à l'article 11 de la Constitution. Parce que quelqu'un qui vient, un étranger qui vient, qui perturbe la quiétude des Congolais, je pense que non, la loi pénale est là pour nous trancher. Pour trancher l'affaire. India Omari, allons au fond de cette proposition de loi, dans son article, je crois bien 4 ou 24. 4, voilà. Ça verrouille justement les postes de souveraineté. Ça n'exclut pas les Congolais, mais ça verrouille certains postes de souveraineté tels que la candidature à l'élection présidentielle, être président des chambres du Parlement, des hauts cadres des forces armées de la République démocratique du Congo et consorts. Mais c'est quand même avantageux pour la République démocratique du Congo qui a été très longtemps infiltrée. Bon, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire, ça verrouille quoi. Moi, j'étais expert à Sansisi. Déjà... Seuls les Congolais des pères et des mères seront candidats à ces postes-là. Mais pourquoi pas ne pas dire seuls les Congolais des grands-pères et des grands-mères qui peuvent. Parce que là, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et puis de deux, lisez l'article 1, premier article de cette fameuse proposition. Pourquoi l'article veut frauder? Quand il dit que non, la nationalité congolaise est une. Pourquoi on barre, on escamote l'exclusivité de la nationalité? Pourquoi? Ça serait quoi le soubassement? C'est l'article 4 qui veut permettre la double nationalité. C'est l'article 4 qui ouvre une brèche et qui est en inadéquation avec la Constitution. Parce que là, on va vers en fait, les changements ou la modification de la Constitution. L'article 1 nous renvoie à la modification. Or, l'article 4 ouvre. Est-ce que ce n'est pas pour justifier les gens qui ont double nationalité dans une institution du pays actuellement? Il y a des gens qui disent aujourd'hui que... Non, mais attendez. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que cette loi n'est pas venue pour justifier la double nationalité? Il veut frauder en justifiant la double nationalité des gens qui sont... de nombreuses personnes qui sont dans une institution de la République, connues, qui travaillent comme ça, qui ont droit au chapitre. Donc vous les connaissez, vous, personnellement? Mais non, je dis ceci, c'est ça. Moi, je dis ceci. Je suis en train de... Et quand vous allez... Si vous les connaissez, je dis, quand vous allez à la loi, en fait, à l'article 7, on ouvre, on ajoute même la nationalité, là où on a dit groupe ethnique des nationalités. On ajoute, en fait, la loi s'arrête au groupe de nationalités, au groupe ethnique. Mais ça va, ça évolue vers la nationalité. Donc on veut permettre
en fait, l'acquisition des nationalités en masse. Serait... l'article 10 parle de l'acquisition individuelle et ne parle pas des acquisitions en masse. Quelles seraient les conséquences si cette loi serait votée à l'Assemblée nationale? Il y a des gens qui disent que on risque de connaître le sort de la loi sur l'ivoirité. Il y a des gens qui disent qu'on risque de connaître les conséquences de la première guerre du Congo où les Banyamulenge étaient exclus de la nationalité congolaise. Vous partagez cet avis-là ou dites-nous, selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette loi si elle était votée? J'ai pitié de mon pays. Et je suis en train de voir ce qui se passe aujourd'hui à travers les indicateurs. Déjà hier, j'ai essayé de sillonner pour avoir une idée de ce qui se passe. Quand je commence à voir la police en train de regarder des choses passivement, je me dis, nous sommes en train d'aller où? Hier, cet indicateur d'hier a donné une matière à réflexion à beaucoup de Congolais. Tu as vu ce qui attention de ce qui se passait. C'est maintenant la deuxième fois où, en fait, les agents de l'ordre étaient incapables de contenir. De contenir. Et bien, quand je regarde, quand j'observe, quand aujourd'hui je suis en train d'observer que ces mêmes agents de l'ordre ont des difficultés d'une manière logistique pour contenir. Et je me dis, hey, attention, au fur et à mesure vous êtes en train de créer des choses, vous troublez le moral de la population. Nous avons déjà vous savez, nous avons déjà une crise sociale, une crise politique qui s'accompagne, une crise économique. Mais attention, le pays risque de s'embraser. Attention avec ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet et 2022 s'annonce avec des événements. Et au fur et à mesure... Vous ne pouvez pas être prophète des malheurs. J'ai dit des événements. Écoutez, des événements heureux pour la RDC. Des événements politiques et politologiques. Mais que ça soit heureux. Écoutez, heureux ou les événements heureux ou pas, je parle des événements. Parce qu'un homme politique doit être prudent. Un homme politique prévoit les événements. Voilà, nous courons derrière les temps. Attention, et maintenant, un gestionnaire qui gère la cité anticipe les événements. Nous courons derrière les temps. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est une priorité, la fameuse loi est une priorité? Je voulais à ce que tout le monde on raisonne ensemble. Que chacun de nos téléspectateurs... Est-ce que c'est une priorité actuelle? Au moment où les gens qui sont à Kingasani ne cherchent que les transports, tu vois, et les gens veulent avoir des véhicules, veulent voir que l'État mette à la disposition, par exemple, de la police et des forces de notre sécurité, des moyens logistiques ou de financement pour nous sécuriser à cause des Koulouna. Mais vous venez pour chauffer encore, mettre de l'agitation, faire des tensions inutiles pour amener des lois vers une implosion. Écoutez, est-ce que vous gérez la cité et vous êtes où? Vous êtes là, c'est pour créer des conflits. Il nous reste un peu plus de 15 minutes. J'aimerais que nous soyons un peu courts par rapport à ce sujet, parce que nous devons prendre votre proposition de loi. Parlons Augustin Matata Pogno. Matata Pogno a été entendu hier par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il a échappé, d'abord en ce qui concerne le dossier Bukanga Alonso, il a échappé grâce au Sénat. Et cette fois-là, au dossier de zaïrianisation, il n'a pas échappé au bureau du Sénat, il a été entendu. Est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, Matata Pogno, va s'en sortir? Mais je suis très content du fait que tu dis qu'il a échappé. C'est comme si
Il a dit, Matata, il est serein, il a dit il rentre pour affronter la justice congolaise, il est rentré. Ceux qui pensaient que non, Matata avait peur de la justice, il est allé un homme libre, il est parti s'affronter à la justice hier. Et il est sorti. Aujourd'hui, les agents de la Direction générale de la dette publique seront confrontés. Non, j'ai dit à ce que Matata est en train de mais dire. j'ai dit, mes chers amis, avant que Matata est parti, il y a eu une invitation qui a été émise pour recevoir les délégués. Parce qu'il avait écrit au PG, près la Cour constitutionnelle. Hier, pour votre gouvernement, il y avait un autre procès. Pas référé au niveau de la Cour du Conseil d'État. Et moi-même, j'étais là, présent, j'ai suivi. J'ai aimé l'élégance, même du professeur, qui a vu son étudiant mener le jeu. Et finalement, il a paré l'élégance. Le professeur a dit, non, mais je ne peux plus, je peux plus avancer un mot, tout a été dit. Et c'est là même que j'ai appris beaucoup de choses, où l'article 218 de la Constitution, des règlements intérieurs du Sénat était violé. Moi, je ne savais pas que non, cet article parle que non, on devait auditionner au même moment les PGR, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat, devrait auditionner au même moment les PG et Matata. Parce qu'il y a en fait, conjonction de coordination. On dit « et », c'est-à-dire en présence. Donc Matata en présence. Devrait, c'est-à-dire que non, le Sénat de Bahati a violé les règlements intérieurs. Qu'adviendrait-il alors? Et puis, ce qui était compliqué, c'est quoi? Je te dis, hein, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'adviendrait-il? Est-ce que tu te rends compte que non, un avocat dit que non, la décision n'était ni politique ni administrative. La décision du bureau n'était ni politique ni n'était ni législative ni administrative. C'était une décision politique que le Sénat avait prise. Et les gens se sont mis à huer. Ah, même les gens qui ne sont pas du domaine. Ils ont recouru au droit administratif. Voilà comment nous sommes en train de nous amener. J'ai compris que les bureaux étaient en difficulté. Il va s'en sortir. Il a commencé par d'abord l'article 166 de la Constitution. Et plus tard, qui a motivé Ultra Petita, donc l'excès. Ils sont allés au-delà. Et puis ils sont rentrés pour pouvoir se justifier au règlement intérieur. Or, le règlement intérieur dit que non, Matata devait être avec ce conseil à côté. Et on devait auditionner, au même moment où on auditionne Matata, on devait aussi auditionner le PG, le procureur général. Or, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Croyez-vous que c'est de l'acharnement comme non, mais vous continuez à le chanter partout? Chers frères, c'est de l'acharnement. Nous sommes, c'était 4e réquisitoire, donc 4e penalty. Tu vois, Matata s'est présenté là-bas, il y avait un autre débat au Conseil d'État. Il devait se départager comment? Mais c'est ça. Matata, oui, un autre Matata. Oui, c'est ce qui s'est passé hier. Concluez. Si les charges, si Matata on avait retenu des charges. Parce que vous savez, le procureur n'est pas seulement pour charger, il est aussi à décharge. Il a compris. C'est comme ça que Matata est rentré bonnement chez lui à la maison. Mais le dossier n'est pas encore terminé. Mais non, mais écoutez, pourquoi on a commencé au lieu d'aller vers... Moi, à la place du PSG, je devais commencer par d'abord les agents, et mûrir la question, et puis finalement... Comme c'est le cas avec le dossier Kamé. Voilà, comment ça se passe.
quand le procureur il fait une demande de poursuite, une demande d'autorisation de poursuite, on l'accorde par le Sénat. Il commence son interrogatoire. Dès qu'il finit, il constate que, c'est comme ça que ça devait se faire, il constate que non, il y a des indices sérieux de culpabilité. C'est à ce moment-là qu'il va lever, qu'il va demander la levée des immunités. Les choses qu'on a commencé vite en besogne. Sinon, on risque de ne pas parler de votre proposition de loi. Tu sens que non, c'est de l'acharnement. Nous venons de conclure ensemble que c'est de l'acharnement. C'est que je disais tantôt, la loi sur le cursus universitaire des présidentiables. C'est une proposition de loi de India Omari. Nous sommes Expliquez-nous un peu, donnez-nous l'économie de cette proposition. Non, nous sommes en train d'évoluer. Nous voulons donner de la valeur à nos universités qui nous ont formés. Nous voulons Est-ce que, permettez-moi de lire cette proposition de loi pour nos téléspectateurs, la proposition de loi sur le cursus universitaire des présidentiables. Écoutez, j'ai eu beaucoup de demandes actuellement. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, il faut aller, pas seulement se limiter au niveau des candidats présidentiels, nous devons aller même au niveau des législatives, nous allons aller au-delà pour valoriser les études universitaires. En quelques lignes, brossez-nous l'économie. Oui, l'économie, c'est-à-dire que non, écoute, d'abord, il y a une disposition qui dit, dès que vous déclarez que non, vous avez étudié tel endroit, oui, cette université va faire une lettre de confirmation. Cette lettre va arriver à la CENI et on va pratiquement publier la lettre au niveau de la RTNC et au journal officiel. La lettre de confirmation que non, cet étudiant a étudié effectivement à l'université de Lubumbashi en telle année, il a eu telle mention, il a son diplôme qui est homologué et nous pensons que non, il mérite. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, nous voulons valoriser les études pour quitter les phénomènes chancelo Kupamba et voir, comme le pays manque de modèles aujourd'hui, des références, nous voulons qu'il y ait des gens qui vont à la destinée de notre pays ou à des charges importantes dans notre pays et un cursus normal pour permettre de gérer la res publica. Parce qu'il se passe aujourd'hui, vous savez que non, c'est l'intelligence qui crée des richesses. Et nous avons besoin de gens comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'invite au plat. Est-ce que vous êtes parti d'un constat? Mais le constat, bon, ce n'est pas moi-même. Nous sommes partis. C'est votre proposition de loi. Écoutez, c'est une initiative, elle n'est pas encore une proposition. Je m'adresse à l'initiateur. Elle doit être endossée. Il y a déjà une demande. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à plus de 70 qui veulent, plus de 70 députés qui veulent endosser au fait cette initiative. Oui. Et nous pensons aujourd'hui que non. Quel a été votre constat? Le constat, c'est-à-dire que non, aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène chancelo Kopamba. Il faut normaliser la vie publique de notre pays. C'est là, nous sommes dans un schéma de la normalisation de la vie publique. La vie publique en République démocratique du Congo. India Omari, votre initiative s'appelle Proposition de loi sur le cursus universitaire des présidentiables. Si je prends le premier président de la République, Joseph Kasavubu, il a étudié, c'est un ancien séminariste. Si je prends le deuxième président de la République, c'est Joseph Mobutu, c'est un journaliste, il a étudié. Si je prends le troisième président, M. Laurent Désiré Kabila, il a étudié. Je prends Joseph Kabila, il a étudié. Je prends Félix Tshisekedi, il a étudié en Belgique. Mais est-ce que vous avez un certain constat? Est-ce que parmi les présidents qui sont passés en République démocratique du Congo, vous soupçonnez un de leurs de n'avoir pas étudié? Non, je ne suis pas dans ces considérations d'ordre
personnelle. La loi est impersonnelle. Elle n'est même pas, elle ne sera même pas rétroactive. Elle est la loi pour 2023, c'est-à-dire les critériums pour accéder. D'ailleurs, je viens de vous dire tout à l'heure que non, beaucoup de gens veulent étendre cette loi dans l'espace. Veulent étendre, c'est-à-dire étendre cette loi au niveau, à d'autres niveaux, à d'autres élections. On veut avoir que non, parce que, écoutez, nous sommes aussi partis avec un constat que non, c'est l'élite qui dirige la masse. Ce n'est pas la masse qui dirige l'élite. C'est-à-dire? Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, regarder avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Au fait, il y a tellement, il suffit d'injecter un virus et même les intellectuels, même ceux qui sont universitaires, ils s'embarquent. Pendant la campagne électorale... Oui, nous voulons des gens responsables. Parce que, écoutez, quand les parents mettent des moyens pour terminer les études et aller même aux études universitaires, c'est-à-dire on veut de toi que tu deviens un cadre, un bon cadre. Pendant la campagne électorale, vous, le FCC en général, le PPRD en particulier, vous avez douté sur le niveau d'études d'un candidat président de la République. Non, il y avait jamais un communiqué du FCC. Ça c'est pour votre... Ce sont les communicateurs. Non, j'ai dit ceci. Non, ne m'amenez pas dans un débat de considération personnelle. Je suis dans un débat global. Oui. Et je reste pas de débat du genre non. C'est lui qui a fait les études. Donc ma question, vous ne partez pas de ce constat-là. Non, je ne parle pas d'un constat. Je parle d'un constat général. Qui dit aujourd'hui que non, j'ai constaté, qui dit aujourd'hui que non, l'université a perdu son sens. Pourquoi? Parce que les gens nous disent même ici, qui nous, à Chancelo Kopamba, ça ne sert à rien. Tu vois les gens qui disent que non, est-ce que classe Ndé Mbongo, tu vois? Ils oublient que non, mais écoute, il n'y a que les universitaires qui peuvent encadrer la création de richesses, même chez les commerçants. Les gens ici aujourd'hui, quand on retrouve, quand vous avez l'argent, celui qui a étudié, non, c'est quelqu'un qui est mis, en fait, c'est un sous-homme. Nous devons avoir l'essence, l'objectif, pourquoi on a créé les études. Nous sommes cette classe-là doit être différente des autres. C'est une élite. Voilà. L'élite doit être placée quand tu es universitaire, tu dois être considéré dans la société. C'est ça, le départ. Ce constat, aujourd'hui, c'est le constat qui est global. Un constat qui est aujourd'hui, je peux dire un regret. Les regrets. Et pourquoi on va à l'université si on n'est pas considéré dans la société? Qu'est-ce qu'il faut faire? Demain, qui va gérer? Qui sont habilités à gérer le pays? C'est les universitaires. Qui sont habilités à venir dans l'espace politique pour gérer la cité? Ce sont les universitaires. Ce sont les élites. Et je pense que non. C'est comme ça que nous avons pensé à ce que nous puissions valoriser les études. Voilà. Et vous allez voir. Je vous promets une chose, s'il vous plaît. Excusez, je termine. Oui. Vous allez voir. Si cette loi est votée, il y aura une certaine discipline. Voilà, merci beaucoup. Et beaucoup de gens vont respecter les études. Merci beaucoup. Je vous promets une chose, dès lors que cette loi sera mise sur la place publique, nous, Télé Plus, nous serons là, disponibles pour la valoriser. D'ailleurs, nous sommes à la phase, nous sommes en train de... Malheureusement, je termine. Le temps nous est imparti. Dès que nous terminons, il y a trois universités. Nous allons lancer le débat au il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa et l'IPC. On a choisi 3 universités où on va lancer, différemment d'autres lois, nous allons lancer ce débat d'abord dans les universités. On va aller faire des conférences de presse et des conférences débat dans les universités. Et puis, nous allons amener pratiquement la loi elle-même, la loi proprement dite, pour être endossée au niveau de l'Assemblée de notre Parlement. C'était là votre mot de la fin.
Je crois que nous allons nous retrouver dans un avenir proche pour parler toujours de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de nous écrire, nous apporter vos suggestions pour la bonne évolution de cette émission. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.